Merci pour votre ponctualité. Dans le cerveau portable et respecter le temps de parole de chacun. Donc ce soir, nous avons deux procurations. Jean-Maurice Hérodeau qui donne procuration à Christophe Josse et Ingrid O'Connell qui donne procuration à Roger Tremble. Il y a pour l'instant une personne absente, Elsa. Et j'ai procuration pour Anne Moine. Ok. Alors je vous fais passer la feuille d'émargement. Donc vous avez pris connaissance de l'ordre du jour du Conseil du 17 mars. C'est le premier d'une série de 4 conseils entre aujourd'hui et fin mai. Donc je vous propose de passer au point numéro 1, approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2014. Y a-t-il des observations? Oui, moi je voudrais faire une observation. Mais vous dire simplement que ce soir je voterai contre ce rapport, tout simplement parce que je suis attaqué à l'intérieur de ce bulletin. Je suis en train de réunir tous les éléments pour pouvoir prouver le contraire. J'ai même été attaqué, quand je dis attaqué, sur la fête de la lumière. Là, à l'évidence, le contrat a été signé dans l'illégalité. Donc je vous ferai part de mes remarques et qui pourront se traduire lors d'un prochain conseil. Ok, c'est noté. D'autres remarques? Alain? Oui, moi je voudrais revenir sur l'affaire de l'appréhension de la SAFER pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé. Au dernier conseil municipal, donc sur le lotissement des Garrigues, il y avait une clause de préemption de la SAFER. Et il était écrit donc sur cet acte de vente, donc conformément aux dispositions de l'article R143 du Code rural, l'acquéreur s'engage à procéder dans le délai maximum de 5 ans à compter de ce jour à la construction suivante, telle que ci-dessus décrite, construction, les usages d'habitation, etc. Et là, donc, le conseiller, M. Pain, a répondu, pas du tout, la SAFER d'abord s'occupe uniquement de la terre agricole. Elle n'est pas consultée là-dessus, même si elle apparaît sur l'acte de vente, parce que c'est la chambre d'agriculture, c'est la SAFER, c'est le foncier agricole. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, mais même pas du tout. Vous avez ici la procédure de notification de la préemption de la SAFER et les actes préemptables. Donc il est dit, lorsqu'un poste ou un PLU, c'est-à-dire on a un poste, à compter de 2500 m² pour les biens situés dans les autres zones U, NA, NB, des postes U et AU des PLU. Donc en clair, la SAFER pouvait préempter, elle ne préempte pas parce qu'on a décidé de construire de l'habitation dessus, et elle donne 5 ans pour réaliser les travaux. Si les travaux ne sont pas réalisés pendant ces 5 ans, il faut rétrocéder à SAFER. Voilà. Donc effectivement, la SAFER a bien le droit de préemption sur les lotissements des Garrigues. Je peux répondre? Ah, bien sûr. C'est une nouvelle réglementation, n'est-ce pas? Non, c'est une réglementation qui date de... Alors, les 5 ans, en fait, ils étaient jusqu'en 2012. Voilà. Et après 2012, ils ont réduit le délai à 3 ans. Parce qu'en fait, 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, ils ont réduit à 3 ans. Et comme l'acte a été passé en 2010, c'était encore sous la période de 5 ans. Ok. Merci pour la précision, Alain. Y a-t-il d'autres observations? Jean-Paul. Oui, je voulais féliciter Ingrid pour la précision de ce compte rendu. Et il est tellement bien fait, je trouve qu'il met en exergue le fait que tu n'aies pas répondu au 4e point de question. Alors, le compte rendu a été fait à la fois par Ingrid sur le papier, mais aussi par Marie-Hélène, qui a l'avantage de la vidéo, c'est qu'on va se servir de la vidéo. Donc, il y a toujours transparence sur les informations. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, donc je vais en faire quelques-unes.
Donc je vous précise, comme je vous l'avais annoncé, que les vidéos du conseil sont sur le site de la commune. Deuxièmement, je vous confirme que le chiffre de 28 milliards annoncé par la délibération d'AMF est un chiffre vrai, et j'ai transmis à Jean-Paul le justificatif. Hein, voilà. Donc c'est une délibération qui est tout à fait conforme à ce que l'AMF nous avait donné. Je peux répondre? Oui. Ok, alors j'ai bien reçu, et je remercie Mme Alice, j'ai bien reçu le document, qui est le document de l'AMF, mais... J'ai là, si tu veux. Voilà, oui, oui, bien sûr, je l'ai. Néanmoins, j'ai continué, l'AMF c'est un organisme, ce n'est pas un organisme officiel, et donc je maintiens les chiffres que j'avais. Là, tu as sous les yeux le document aussi officiel de l'AMF qui décline par année donc les prélèvements qui correspondent à la baisse de la dotation de l'ensemble des collectivités. Bien sûr, il n'y a pas que des communes là-dedans. Hein, voilà. Donc, qui contredit le courrier des maires. Pour l'instant, moi, on a parlé d'un document. J'apporte la preuve que le chiffre annoncé dans la délibération est le bon. Voilà, on ne parle pas d'autre chose. Je voulais le préciser. Alors, ensuite, s'il n'y a plus de remarques, donc je vous demande d'approuver le procès-verbal de la réunion donc, du 16 décembre. Qui est contre? Une ou deux personnes? Deux. Qui s'abstient? Deux personnes. C'est bon, vous avez noté? Une abstention. Pardon. Moi, je m'étais abstenu déjà à l'autre, je continue. Une. C'est pas le choix. Une abstention de plus. Alors, ensuite, nous allons passer au point numéro 2 qui concerne donc la finalité d'un projet qui date d'un certain temps, pour lequel nous avons déjà abordé un conseil municipal, malgré les affirmations de l'ancienne municipalité. Le foncier a dû être acheté par la commune et non pas par le conseil général. Donc vous avez pu voir que j'ai reçu donc, les personnes concernées et au terme des discussions, et vous avez des montants de cession convenus avec ces personnes. Donc pour le premier propriétaire, donc, un prix de cession de 6 000 €, pour un deuxième propriétaire, un prix de cession de 604 €, et pour le troisième propriétaire, 10 000 €. En ce qui concerne le quatrième propriétaire qui apparaît dans la vie des domaines, je l'ai rencontré au mois d'août et on s'est arrangé avec la CPA qui ne touche pas sa parcelle. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'indemnisation. Donc je vous demande si vous avez des observations formulées sur cette négociation d'acquisition de parcelles par la commune. Oui, je voudrais formuler, bon, vous savez, je suis venu consulter l'ordre du jour du conseil municipal, puisque vous m'en avez fait le reproche, je suis passé ce matin. Vous avez fait que votre rôle, monsieur le conseiller. Ah, merci. Heureusement que tu n'as pas dit monsieur le maire. La vie des domaines s'élève à 94 324. Alors effectivement, quand on peut aller plus bas, mais quand vous parlez des emprises à détacher, est-ce que vous avez acheté les parcelles complètes ou uniquement les emprises à détacher? Pouvez-vous nous dire la vie des domaines et vous verrez que c'est des mètres carrés de la parcelle, pas l'intégralité des parcelles. Donc vous n'avez pas, la municipalité n'a pas acheté l'intégralité des parcelles? Non, les parcelles qui nous suffisaient pour faire les travaux que tu as programmés en tant qu'ancien maire, Ouais. en liaison avec la CPA. Oui. Voilà. Donc nous on a appris un dossier en cours. Hein. Maintenant, donc vous avez les mètres carrés de chaque parcelle concernée. Je prends que l'exemple numéro 1 pour que tout le monde puisse aussi suivre. Sur la parcelle 71 qui fait une superficie de 1420 mètres carrés, la commune a acheté 14 mètres carrés. D'accord, c'est bien de le dire. Je demande s'il y a des observations et c'est au tableau, monsieur Payne. Voilà. Donc, effectivement, c'est un dossier que la municipalité ancienne a mis en place depuis quelques années et qui va se finaliser. Je m'en vois réjoui.
Oui, et bien, puisque tu me tends une perche grosse, comme on dit, tu as mis depuis 2008 6 ans pour ne pas réaliser le projet, je ne sais pas pourquoi, et 2, tu n'as même pas négocié avec la CPA les 10 ou 15 mètres manquants côté droit qui nous amènent au panneau d'agglomération Rogne. Donc bravo pour votre décision, monsieur le maire. Ancien. Merci de préciser Voilà. que j'étais ingénieur. Y a-t-il d'autres observations? Je veux rajouter tout simplement, s'il n'y a pas d'autres observations, que les personnes que j'ai reçues au mois d'août et pour lesquelles j'ai obtenu l'accord en janvier et février ont quand même compris que le rachat des petits morceaux de parcelles était en dessous de la valeur des domaines, parce que la valeur des domaines, comme nous sommes en UA pour 2 parcelles, ça a monté à un certain niveau. De même, compte tenu des travaux d'arasement des 2 buts, on est tombé d'accord tout de suite sur un prix qui satisfaisait tout le monde. Et puisque j'ai une remarque de l'ancien maire, monsieur Benouvel m'a fait une remarque, comment ça se fait que le deuxième client, Philippe, on lui donne que 604 €. Donc j'ai expliqué, c'est dommage qu'on n'ait pas mis la carte, et pour ceux qui connaissent Versailles, quand vous descendez Versailles, les 604 €, c'est le terrain, c'est la parcelle qui est au milieu où sont entreposés tous les engins des travaux. Et comme par hasard, l'ancienne municipalité, c'est toute une zone constructible là, hein. Il y avait eu un petit décrochage comme ça par rapport à cette personne. Je m'arrêterai là, je ne ferai pas d'autres commentaires. Donc je vous demande qu'on passe au vote. Alors, donc, au terme des négociations, les particuliers concernés ont fait part de leur approbation sur le prix et sur le commencement des travaux, afin que les actes notariés se soient formalisés, et ce afin de ne pas différer davantage de la réalisation des travaux. Il vous est demandé de vous prononcer sur les acquisitions aux caractéristiques susmentionnées et d'autoriser, le cas échéant, monsieur le maire, à signer les actes notariés et d'engager toutes les démarches à cet effet. Qui est pour? Merci. Passons au troisième point concernant l'environnement. Je passe la parole à Jean-François Delon. Christine, tu peux projeter le... Donc c'est juste une petite présentation sur le projet de déclaration de projet de la construction de la future station d'épuration. Est-ce que tu peux la mettre... Tiens, si tu peux appuyer là. Appuie là. 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 Je tremble. En bas à droite. Là. Encore là. Encore. Quatrième. C'est pas une boîte Vas-y Jean-François. Donc la déclaration de projet, en fait, il y a 2 parties essentielles. C'est déclarer l'intérêt général du projet. Et deuxièmement, c'est la modification des documents d'urbanisme. Donc juste pour rappel, on a une station d'épuration qui est environ de 1600 équivalents habitants à l'heure actuelle. Et elle date de 1972 et curieusement, elle ne fait l'objet d'aucun arrêté de rejet. C'est-à-dire qu'elle est illégale. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Et il n'y a jamais rien eu qui a été fait pour invalider ce petit problème. Elle a été récemment déclarée donc, par la police de l'eau non conforme en équipement et elle est aujourd'hui à la capacité maximale. Et pour mémoire, comme on l'a rappelé lors du dernier conseil municipal, sur les 16 dernières années, uniquement 4 000 € par an ont été investis dans notre assainissement, c'est-à-dire quasiment rien. J'insiste à comparer avec 30 000 € pour les illuminations de décembre 2013. Donc voilà, c'est évident qu'il faut changer cette station.
Et donc on va passer à une nouvelle station d'épuration. Donc c'est quelque chose qui est évidemment très important pour le village. Simplement pour vous donner aussi une idée de l'importance de ce projet, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la situation où nous sommes, on est incapable de rajouter de nouveaux logements sur cette station d'épuration. Et il y a un exemple très simple à regarder, c'est celui de la commune de Pourrières. Donc la police de l'eau n'a pas autorisé le maire à rajouter de nouvelles installations, de nouveaux logements, simplement parce que la police de l'eau n'avait pas assez de garanties sur l'envie de la commune de créer cette nouvelle station d'épuration. Donc c'est pour vous dire qu'on est dans un process de marche forcée. C'est-à-dire que d'un côté, on nous demande de faire des logements, et de l'autre côté, on n'a pas les infrastructures nécessaires pour le faire. Donc à partir de là, c'est en 2010 que l'ancienne municipalité a fait faire ce qu'on appelle un schéma d'assainissement, son schéma directeur d'assainissement, par la société CEREG, qui en a conclu à la nécessité de créer une nouvelle station de 3500 équivalents habitants. Alors on dit quel est de type de boue activé ou pas, on verra avec ce qu'on décidera là-dessus, mais bon, on s'oriente plus ou moins vers ce type de technologie. Dans ce contexte, suite donc à ce schéma directeur, l'ancienne municipalité a fait l'acquisition des parcelles qui sont indiquées dans votre note de synthèse. Donc ici, la parcelle principale, c'est la parcelle 53 dans la section H de notre poste, qui représente un petit peu moins d'1 hectare. Et il y en a 3 autres qui jouxent de cette parcelle, qui représentent une totalité à peu près de presque de 5 hectares, qui a été acquis pour un montant de 60 000 euros. Alors, ce qui paraît un petit peu complexe dans tout ça, c'est assez difficile à suivre parce que nous sommes en pleine révision de notre poste, on va essayer de passer en PLU, et pourtant on est encore en train de modifier notre poste actuel. Et si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution pour modifier le poste actuel que de passer par une déclaration de projet et par rapport à des projets d'intérêt généraux. Et tout ça parce qu'on a eu une anomalie sur notre poste, et notamment sur la zone NC, puisque la parcelle se situe en zone NC, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc là, je laisse le soin à Alain Reynaud de nous expliquer la petite problématique et pourquoi on est obligé de modifier notre poste. Oui, alors je l'avais déjà abordé il y a un ou deux conseils, je ne sais plus. En fait, on n'a pas besoin de ça actuellement. On est en révision de poste pour le passer en PLU et on vient s'imbriquer avec cette déclaration de projet au milieu. Bon, ça ne facilite pas les choses. Et pourquoi on est obligé de faire cette déclaration de projet? C'est-à-dire que lors de la rédaction du règlement du poste qui a été voté en conseil le 18 octobre 2000, l'article 1, occupation et utilisation des sols admises de toutes les zones, dont bien sûr la zone NC comportait les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. Ça, c'était dans toutes les zones du poste, hein, donc tous les équipements publics pouvaient être acceptés par les zones. Les articles 6, 7 et 8 de ce règlement exonéraient des contraintes inhérentes les bâtiments publics. Hein, les bâtiments publics, c'est ces articles 6, 7 et 8, il y a les hauteurs, il y a les distances par rapport au bois, bref, voilà. Et le 1er décembre 2004, le service urbanisme a procédé, enfin la municipalité en clair à l'époque, a procédé à la modification du poste de façon à libérer la zone ENA du secteur de Pied-Fouquet qui était classée en zone de ENA, en zone de ENA stricte. Donc elle a fait une modification du poste, mais en même temps, elle a aussi changé les articles 1 et 2 de toutes les zones. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc lors de cette modification, la référence au fonctionnement des services publics a disparu des nouveaux articles 2, occupation et utilisation des sols soumises à des conditions particulières de toutes les zones. Donc ce poste modifié est sans doute fragile juridiquement. Alors on aurait pu tenter de forcer le passage et de dire bon, on ne fait pas de déclaration de projet et puis on implante la station d'épuration. Bon, mais c'est quand même quelque chose qui nous a semblé plus judicieux de passer par une déclaration de projet qui, somme toute, a un coût similaire à une étude juridique, ça aurait voulu faire une étude juridique sur la faisabilité.
et qui ne représente rien comparé aux conséquences d'une annulation éventuelle de la procédure de création de la STEC. Bien entendu, hein, si quand on commence tout ça et qu'à la fin on se retrouve avec un recours qui est accepté, bref. Donc on a quand même consulté la DDTN sur cette affaire pour avoir des certitudes. En réalité, ce qui nous a été répondu par la DDTN, c'est donc, je cite, « Vous avez donc la possibilité ou pas de faire une mise en compatibilité et aussi la possibilité ou pas de faire une enquête publique. Cependant, la déclaration de projet est assurément la procédure la plus longue, mais aussi la plus solide juridiquement et la plus transparente en termes d'affichage et de participation du public. » Donc on s'est dirigé naturellement vers cette déclaration de projet, mais je vous avouerai qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Ça ne serait pas si. Voilà. Merci. Donc tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Et donc voilà un petit peu les conséquences. C'est-à-dire que la déclaration de projet, c'est un document en lui-même et une procédure, mais afférent à cette procédure, il y a tout un tas d'autres démarches réglementaires et administratives à produire. C'est-à-dire qu'on se retrouve à faire 5 choses en parallèle pour pouvoir avancer à marche forcée, pour pouvoir être capable de construire cette station rapidement, pour pouvoir accueillir tous les nouveaux logements. Donc parmi ces autres démarches réglementaires, hein, on les cite ici, donc il y a un dossier loi sur l'eau qui a été envoyé à la préfecture, donc ça c'est une obligation, donc ça c'est déjà fait, on peut cocher ce truc-là, ils sont en train de le regarder en espérant que ça passe. Ensuite, il y a une notice d'incidence Natura 2000, donc ça a été fait aussi, donc c'est réglé. Ça c'est quelque chose de pas très compliqué, puisque la zone qui est ici, j'espère que tout le monde voit à peu près, ça c'est le chemin de Valcro, donc ça c'est en direction de la Roque d'Anteron, et la parcelle qui se situe juste en face Valcro sur la route, quoi. Donc c'est cette parcelle qui fait à peu près 0,9 hectares. Et ensuite, donc, à cause de ces 2 petits points rouges, là, vous voyez ces 2 petits points rouges qui sont mi-temps, c'est ce qu'on appelle l'agagé des champs, donc deux petits plants de fleurs qui ont été repérés à cet endroit-là, font qu'on est obligé de faire un dossier CNPN, c'est-à-dire on doit monter dans les hautes instances pour demander la validation de la destruction de ces 2 plants. Et tu aurais dû le mettre en jaune, puisque la fleur est jaune. C'est vrai. Donc quelque chose de supplémentaire à faire, ça a été fait aussi, donc on est en train de procéder au montage du dossier en espérant que ça nous soit accordé. Et la dernière procédure qu'on est en train de mettre en œuvre, celle-là c'est pas une procédure administrative, c'est le choix de notre assistance à maître d'œuvre. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours. On a eu 17 candidats qui ont répondu, donc 17 entreprises qui veulent faire de l'assistance à maîtrise d'œuvre pour pouvoir ensuite désigner une entreprise qui fera la réalisation de la structure. Donc voilà, c'est 5 choses en parallèle qu'on essaie de mener dans cette affaire. Donc la localisation du projet, ben, j'y reviens pas, j'espère que tout le monde voit à peu près où c'est. Justification du choix du site. Ça, j'y reviens pas non plus, sauf si vous avez des questions, mais bon, il y a quand même un certain nombre de choix qui ont fait qu'on a validé l'emplacement du site. Et ensuite, donc la dernière partie, ça sera de modifier la zone du poste, qui est actuellement en zone NC à ce niveau-là. Et si tu vas sur le slide suivant, on va le passer en NCG, donc c'est un petit indice qui est rajouté pour pouvoir nous permettre de faire ce projet, cette station d'épuration, à cet endroit-là. Donc grosso modo, la procédure en elle-même, elle commence ce soir, si on décide de voter cette déclaration de projet. Elle se poursuivra jeudi avec une réunion des personnes publiques associées, dans laquelle on va défendre le projet, et on verra ce que les organismes de l'État vont en penser. Et ensuite suivra une enquête publique, et après l'enquête publique, donc, il y aura modification de notre poste. Donc on vous demande de vous prononcer pour cette déclaration de projet. Merci Jean-François. Y a-t-il des questions ou observations? Oui. Roger. Si je me souviens bien, je pensais que justement ce projet, je ne sais pas combien de temps il va prendre, plusieurs années. Vous avez une précision Ça date de... ça a commencé en 2010. Oui, non, mais là maintenant, donc oui, mais celui-ci, le projet, donc il va continuer, puisqu'il avait été dit quand même qu'on voulait faire prendre par la future métropole pour pas que ça nous coûte
trop. Alors, est-ce que vous avez fait des appels de subventions? Qu'est-ce que ça va coûter à la On en a commune? déjà parlé, mais tu devais pas être là. On a annoncé que le projet de la station d'épuration, il faut qu'il coïncide avec la sortie du projet de la cave coopérative fin 2017. On nous a conseillé de lancer le projet et si à un moment donné la métropole reprend la main, on cédera le projet à la métropole. En entre-temps, donc, nous sommes en discussion avec le Conseil général et la CPA pour qu'ils puissent apporter les montants qu'ils apportent sur ce type de projet. Ça veut dire qu'à la sortie, la part de la commune sera entre 20 et 25%. Quoi. Sauf si la métropole, mais la métropole, à quel moment elle va prendre, ça va être échelonné la métropole, et elle n'est pas encore votée, hein, puisque ça repart au Sénat et ça va revenir chez les députés, etc. Mais on nous a conseillé d'ouvrir la ligne. Voilà. Donc on ouvre la ligne, déjà en rétablissant un problème de l'ancienne municipalité sur le déplacement du terrain. On va étudier techniquement ce qu'on veut mettre, on aura des chiffres plus précis à proposer à la métropole ou à la CPA et au Conseil général pour obtenir les financements qu'il nous faut. Voilà. Moi, je rajouterais simplement que le 4 mars dernier, donc, il y a eu un amendement qui a été voté à l'Assemblée générale de la loi NOTRe qui précise que donc, la compétence de... Pardon ? L'Assemblée nationale, j'ai pas dit générale, l'Assemblée nationale. Donc c'est un amendement qui a été voté le 4 mars dernier et qui dit que c'est suite à un rapport de la Cour des comptes qui explique qu'il y a trop de disparités dans tout ça et donc il faut réglementer ça de manière un peu plus efficace. Et donc l'idée c'est de transférer la compétence de l'assainissement, de l'eau et de l'assainissement aux EPCI. À partir du 31 décembre 2017. Donc, ce qui veut dire que d'ici là, la compétence ne sera probablement pas transférée. Et de toute façon, donc, si jamais on regarde l'exemple de la Global Provence, nous sommes en contrat avec la CERC jusqu'en 2026, donc c'est depuis 2012, et quoi qu'il arrive, si jamais cette compétence est transférée à la métropole ou à la structure qui gérera ça, eh bien, ils récupéreront notre DSP comme ça s'est fait dans tous les autres villages alentours. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit l'argent qu'on va imputer ou qu'on va investir dans cet outil, étant donné qu'il s'agit de budgets qui n'ont rien à voir avec le budget général, c'est des budgets annexes, ce qui va se passer, c'est que la métropole, quand elle récupérera la compétence, elle récupérera du même coup les budgets avec toutes les lignes de crédit qui auront été ouvertes dessus. Donc c'est quelque chose qui sera complètement transparent pour nous. Merci Jean-François. Y a-t-il d'autres observations? Oui, je voudrais intervenir simplement. Je vois que je suis le conseil municipal se targue un petit peu du vilain canard que je peux être et que j'ai pu être pendant pas mal de temps. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez l'air de ne pas connaître complètement les procédures. Que ça bascule vers la métropole, oui. Pas avant 2017 ou 2018 ou 2019. Donc entre-temps, il se passera du temps. Et je voudrais vous dire que quand même, si malgré, en étant le petit canard, le vilain petit canard, tout ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, c'est une préparation de longue haleine avec le carrefour de la route de Cadenet, avec la station, avec le terrain de la station que vous évoquez, l'acquisition qui a été faite, la négociation qui a été faite, et par la suite on verra venir aussi certains projets. Alors vous êtes sur un tapis rouge là actuellement que nous avons laissé. Je souhaite que ça aille le plus vite possible, mais je crains que quand même vous ayez été gourmand en délai et en argent. Mais pour que ça aille vite, il faut que tous les conseillers municipaux aillent dans le même sens. Première remarque.
Oui, chacun comprendra en fin de conseil municipal. Voilà, j'ai attendu. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Oui, mais j'ai attendu 8 ans bifurqué. Avec report. On ne parle pas de ça, on parle de la station. Oui, mais j'entends. La seule remarque que je fais, qui est liée à tes commentaires sur la station, et pourquoi tu n'avais pas fait avant, celui-là aussi, le projet. C'est tout. Chacun jugera. Chacun jugera. Tu avais tout prêt et tu n'as rien fait. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. On ferme la parenthèse. Donc je vous propose de passer au vote. Je peux rajouter juste deux petits... Non, s'il te plaît. Non, moi je voudrais rajouter deux petits trucs. Premièrement, par rapport à ce que vient de dire Jackie, le schéma directeur il a été fait en 2010. D'accord ? Entre 2010 et 2013, ça a été silence radio sur ce projet-là. D'accord ? Donc ça c'est une chose. Donc maintenant, moi je suis tout à fait d'accord qu'on reprend les projets qui ont été faits. Ça c'en est un qui est extrêmement important, mais que s'est-il passé entre 2010 et 2013 ? Rien du tout. Tout à fait. Bon, on ferme la parenthèse sur ce thème-là. Non, c'est juste un truc. Ouais, qui c'est le maire? C'est l'adjoint ou monsieur? Monsieur Ben, vous n'avez pas la parole et vraiment cette observation, je pense que les rogniers vont la relever, tellement elle est basse. Et dernière chose, s'agissant du Carrefour, c'est une convention qui a été passée avec la CPA, qui n'a jamais fait l'objet d'expression au niveau du conseil municipal. Donc c'est un projet qu'on s'est pris en pleine poire, grosso modo. Et ça, c'est un truc qui n'est jamais passé en conseil municipal, qui n'a jamais été voté. Ça a été fait à la dernière seconde. Et deuxièmement, l'achat des parcelles n'a jamais été anticipé. Donc c'est un projet qui, sur le papier, coûtait à la commune 50 000 € pour de l'assainissement, mais qui, en fonction des domaines, qui estimaient ça, les parcelles à 100 000 € plus 50 000 €, c'était quelque chose qui, en fin de compte sur le papier, coûtait 150 000 €. La négociation qu'a fait monsieur le maire, justement, je la trouve pas si mal que ça, pour un projet qui devait coûter 150 000 € et qui en coûtera beaucoup moins, 2 fois moins à la commune. Donc là-dessus, voilà. Ok, bon, on termine. Donc je vous propose de passer au vote. Donc, décider d'engager une procédure de déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet de construction de la nouvelle station d'épuration communale et la mise en comptabilité du document d'urbanisme communal conformément aux dispositions de l'article 123.14, 123.14.2, 123.23.2 et L300.6 du Code de l'urbanisme. De dire que les objectifs poursuivis par cette procédure sont les suivants. Prise en compte de l'intérêt général du projet, adaptation réglementaire et cartographique du zonage du plan d'occupation des sols, et notamment ajout d'un secteur pour la zone NC, le secteur NCG. De donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service concernant la dite procédure de déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du document d'urbanisme communal et de prendre tout acte visant à l'organisation et à la conduite de la dite procédure. Point numéro 2. Dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice considéré. Point 3. Préciser que conformément à l'article L123.6 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera transmise au préfet et notifiée au président du conseil régional, au président du conseil général, au président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, aux représentants des organismes mentionnés à l'article L121.4, président de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre des métiers et de l'artisanat et de la Chambre d'agriculture, et aux maires des communes limitrophes de Rognes. Conformément aux articles R123.24 et R123.25 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant 1 mois minimum en mairie et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, et sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R2121-10 du Code général des collectivités territoriales. Donc, il y a un vote, Madame Félicien. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Nous allons passer au point 3.2, obligation légale de débroussaillement, et je repasse la parole à Jean-François.
Donc là, c'est assez rapide, hein, c'est nos obligations de débroussailler les abords des chemins. Donc on a démarré, enfin, l'ancienne municipalité en 2010 avait démarré une campagne. Elle avait fait donc ses obligations légales de débroussaillement sur le chemin de Malcro. Et j'en profite maintenant pour dire qu'entre 2010 et 2013, il ne s'est rien passé, donc ça n'a pas continué. En 2013, il y a eu le chemin des Petits Vergers, et en 2014, il y aura le chemin de la Jasse et de Piécou. Donc c'est quelque chose qui rentre dans l'ordre et qui fait partie des obligations de la commune et sur lequel on va s'appuyer. Pour cette année, le chemin de la Jasse et celui de Piécou sont prévus pour débroussailler pour un montant de 20 000 €, quelque chose comme 20 000 €. 19 500 en fait. Et là-dessus, la CPA nous propose de nous subventionner à hauteur de 30%, et le reste sera à la charge de la commune. Donc on vous demande d'approuver ce plan de financement. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Donc on passe au point information des décisions. Donc prenez votre souffle, il y en a quelques-unes. Année 2014. La 59e, relative au contrat de prestation de services pour l'animation du temps de restauration scolaire en partenariat avec Famille Rurale. Décision 2014-60, relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'AFR. Décision 2014-61, relative au contrat de service Paybox System avec la société Arpège. Décision 2014-62, relative au marché d'assurance dommages aux biens, responsabilité civile et flotte automobile. Décision 2014-63 relative au contrat d'assurance des risques statutaires. Pour l'année 2015, la première décision relative à la convention de collecte, tri et recyclage des déchets papier de bureau et cartons d'emballage dans divers sites communaux en partenariat avec la société A4 Recyclage. J'en profite pour dire que vous aurez un article à ce sujet dans la fenêtre du Foussac qui va vous être distribuée, qui est distribuée depuis hier et qui vous arrivera dans les 3-4 jours. Décision 2015-2 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'association Le Mouton à Saint-Plante. La numéro 3 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations L'Art de Voir. La numéro 4 relative au contrat de maintenance de l'ascenseur du groupe scolaire Verrier avec la société Otis. La 5, s'il vous plaît, un peu de silence. La 5 relative à la représentation de la commune en défense par maître Olivier Guémaldi à la suite d'une requête devant le tribunal administratif de Marseille de M. Stéphane Le Sieur, ancien employé. La décision numéro 6 relative au contrat de suivi de logiciel avec la société Berger Locaux. La 7 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations pour l'association Grand Verger. La 8 relative à l'offre présentée par la société Public Sourcing pour une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lancement d'une procédure de consultation dans le domaine de l'enfance, la jeunesse et le scolaire. La 9 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à la caisse locale du Crédit Agricole. La 10 relative à la convention de mise à disposition de la salle du Parc des Garrigues à l'association e-cyclette. Là également, vous aurez un article dans la fenêtre du Foussac. La 2011 relative à la convention de mise à disposition du Parc des Garrigues à l'association Aiguille du Verrou. La 12 relative à la convention de mise à disposition du Parc des Garrigues à l'association e-cyclette. La 13 relative à l'offre présentée par la société Provence Ventilation Service concernant le traitement antiparasitaire des sites communaux. La 14 relative à l'offre présentée par la société Charvet Lamure Bianco pour la fourniture et la livraison de fioul domestique pour divers sites communaux. La 15 relative à l'offre présentée par la société Grande Cuisine Lopez pour la fourniture, la livraison et la pose d'une sauteuse à gaz à la cuisine centrale. La 16 relative au contrat de maintenance du logiciel Imprime Mega avec la société ADIC Informatique. La 17 relative à la représentation de la commune en défense par maître Grimaldi à la suite d'une requête devant le tribunal administratif de Marseille de l'association Rogne Trait d'Union. Nous en reparlerons plus tard. La 18 relative à la convention de mise à disposition du Parc des Garrigues au groupe scolaire Verrier.
n'est pas ce que vous. La 19 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'association COFOB. La 20 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'association syndicale libre du lotissement Compagnie Extension. Et la 21 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'association COFOB. Voilà. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer par des questions, informations diverses. Au nombre de 10. Donc, la première concerne la commission communale des impôts directs. Et je passe la parole à Alain Renaud. Oui, vous savez que on a voté une délibération le 29 avril dernier sur les représentants titulaires et suppléants de la commission communale des impôts directs. Et comme c'est passé en conseil municipal, donc le résultat, je vais le donner en conseil municipal aussi, c'est le service urbaniste là-dedans qui a encore été embêté, pour ainsi dire. On avait proposé une liste de 16, alors la liste, c'est pas celle-ci, c'est la liste globale. On avait proposé 16 titulaires et 16 suppléants pour que le directeur des services fiscaux, in fine, en choisisse 8 directeurs, 8 suppléants et 8 titulaires. D'accord ? Et à l'occasion de ce conseil municipal, on avait mis donc pour l'opposition Union du Pays de Rogne, on avait mis M. Manguet et Mme Callot. Et M. Pin a demandé qu'il soit fait un échange, si on peut dire, entre lui-même, M. Manguet et Mme Callot avec Mme Moine. Bon, on avait déjà supposé quelques problèmes, mais bien, on avait proposé cette liste. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le service urbaniste encore qui a été, enfin, on a eu pas mal de boulot là-dessus. Pour remplir, pour être commissaire, il y a des conditions à remplir et tout le monde les connaît, et surtout ceux qui se proposent, c'est être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, être âgé de 25 ans au moins, être inscrit à un des rôles des impôts directs locaux dans la commune, être familiarisé avec les circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Et effectivement, avec ce changement, avec ce swap, on s'est aperçu qu'il y avait une personne, donc en l'occurrence c'était Madame Moine, qui ne satisfaisait pas aux cases de TH et TF1. Donc on a été obligé, commune de Rogne, parce que ça n'arrive jamais normalement, on a été obligé d'envoyer ce papier avec les cases non cochées, bien entendu, puisqu'on n'a pas trouvé de trace donc, dans nos logiciels des rôles de ce rôle-là. Donc on a reçu en retour, en septembre 2014, on a reçu en retour une première liste. Voilà, une première liste donc, qui comportait un nombre de 8 titulaires et de 8 suppléants, donc avec, on voit ici Madame Godin, Madame Moine et Monsieur Godin. Et donc, derrière, on a reçu, bien entendu, de nouveau, en janvier 2014, une nouvelle liste. Alors, je ne sais pas si c'est là, voilà, c'est ça. Et donc, elle était complètement identique à la première, sauf en ce qui concerne donc, le nom de Madame Moine, qui était remplacé par Dominique Saldo. Alors, tout ça, je veux dire, bon, ça nous a fait beaucoup de soucis, c'est pas très très sérieux. Il aurait mieux valu laisser les choses en état, hein, c'était beaucoup mieux. En tout état de cause, on peut dire que le directeur des finances publiques est souverain dans sa décision. Il n'a pas à expliquer ses choix. Mais ça aurait été beaucoup moins de problèmes si vous aviez tout laissé en état. C'est un peu malheureux tout ça. Voilà. Okay. Donc j'ai fini pour ce point-là. Alors après, la deuxième question diverse. Comité de pilotage PLU. Donc Alain continue. Incroyable mais vrai, puisque si tout le monde a bien compris, la personne concernée habite de Rogne depuis des années et ne paye ni taxe d'habitation et ni taxe foncière. Et c'est une conseillère municipale. Comité de pilotage PLU. Alors moi je continue parce que vraiment il faudra arrêter un peu tout ça. Comité de pilotage PLU. Donc on a en place un comité de pilotage PLU
qui comporte dans le comité de pilotage donc la commission urbanisme. La commission urbanisme où effectivement il y a la majorité, il y a l'opposition de votre côté et une personne du côté de l'Union pour le pays de Rony. Donc alors je voudrais quand même revenir sur quelque chose que ça m'a un peu effrayé tout ça. On a eu la commission urbanisme, on a eu une commission urbanisme, le comité de pilotage qui a été convoqué pour le 6 janvier 2015 pour parler de l'EIA et du diagnostic territorial. Bien. Les convocations ont été envoyées toujours par le service urbanisme, parce qu'autrement, d'autres services m'en occupent un peu moins, mais là, bon. Les convocations ont été envoyées le 24 novembre 2014, pour le 6 janvier 2015, d'accord, un mail a été envoyé donc, et j'ai reçu un mail sur mon portable en provenance de Madame Moine, à 15h13, le jour du comité de pilotage. Bon, la lecture de ce mail, je vais vous le faire parce qu'il faut quand même que tout le monde sache ça. Bonsoir monsieur. D'accord? Ouais. Donc, il est présenté ce soir en commission d'urbanisme un document de travail qui est un copier-coller de celui élaboré par Madame Telluc et moi-même, finalisé et présenté en réunion publique il y a un an déjà. Aujourd'hui, sur les 180 pages produites par nos soins, des modifications mineures correspondant tout au plus à une dizaine de pages ont été effectuées pour coller à l'actualité de la loi ALUR. Vous appropriez un projet que vous n'avez eu de cesse de dénigrer et légitimer le coût considérable occasionné par votre nouveau prestataire. Vous comprendrez que je n'insisterai donc pas à cette commission. Je vous prie de m'en excuser très cordialement, Anne Moine. Bien. Alors, en fait, si les documents et la valeur des documents se comptaient au poids et au nombre de pages, ça se saurait. Malheureusement, je vais vous répondre là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Le coût de la phase diagnostique a été diminué de 50%, parce que la phase diagnostique, la phase de diag, dans le CCTP, on a mis intégralement ce qui avait été édité par l'ancienne municipalité pour ne pas repayer 10 fois la même chose. Et le document était bien fait, il avait des lacunes par contre. La mise à jour a été indispensable des données socio-démographiques, il a fallu la faire. Certains PLU ont été annulés du fait notamment que les données socio-démographiques n'étaient pas actualisées. Ensuite, on a une absence de certaines thématiques majeures, comme le bilan du poste en vigueur. Le diagnostic ne faisait pas état de l'analyse de l'application du poste. La consommation d'espace. L'étude de la consommation d'espace a été réalisée sans distinction des différents espaces agricoles, naturels et forestiers. Cette exigence est imposée par la loi Grenelle 2. L'étude de densification. Alors là, l'étude de densification est nécessaire pour définir les capacités des zones urbaines et programmer un développement équilibré. On a ensuite les données d'occupation du sol qui sont absentes. On a les enjeux environnementaux, le diagnostic, réaliser un état des lieux sans le mettre en corrélation avec le diagnostic territorial urbain. La prise en compte des secteurs et projets en jeu, le diagnostic ne prenait pas en compte ces projets, par conséquent n'en tirait pas les conséquences. La prise en compte des équipements de la commune, l'analyse ne tirait pas les enjeux de développement au regard de ces équipements et ne les croisait pas avec les perspectives d'évolution de l'urbanisation. Ensuite, on a l'intégration de plusieurs études qui ont été, et de documents majeurs, qui sont l'étude Artelia sur l'hydraulique. D'accord ? L'étude de la biodiversité avec Naturalia. Ce n'est pas des petits documents, ça, quand même. Les données du préfet sur le risque incendie et le plan climat-énergie. Dans le document précédent aussi, on avait une absence de synthèse et des cartes à enjeu. Alors, effectivement, le traitement de ces éléments en nombre de pages, ce n'est peut-être pas très important, mais il s'agit des fichiers les plus difficiles à traiter et à manipuler. On a dessus de nombreux traitements SIG, et c'est sûrement pour cette raison que ça n'avait pas été fait. Bon, le document il était largement complété pour satisfaire aux exigences. Enfin, moi je trouve quand même que ces gens-là, qui s'appellent Citadia, ont fait un travail très très important. Ils ont fait beaucoup de recherches. Et c'est un peu les dénigrer de dire qu'ils ont fait un copier-coller. Bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec cette méthode de la chaise vide. Peu importe, c'est votre décision, c'est pas un problème. On a eu une réunion hier même du comité de pilotage, on a parlé du PADD. La réunion du Pays de Rhône n'était pas là. Moi c'est votre décision, ça m'importe peu. Mais franchement, on ne peut pas dénigrer le travail des gens. Voilà. Est-ce que je peux répondre un petit peu? Pardon? Succinctement. Oui, bien sûr. Sur le sujet développé. Sur le sujet développé.
Il y a une deuxième vilain canard hein, qui vous emmerde un petit peu tous. Hein, c'est Madame Moine. Hein. Donc aujourd'hui, c'est des critiques. C'est des critiques personnelles que vous faites à mon encontre et à Madame Moine. Je ne veux pas qu'on pourrisse ma boîte mail, c'est tout. Mais écoute, ta boîte mail, écoute, moi j'y consulte rien du tout et je n'y vais même pas sur ta boîte mail. Que les choses soient différentes. J'ai pas envie d'y aller. Donc aujourd'hui, vous êtes en train, je suis désolé, de tirer à boulet rouge sur tout le travail qui a pu être fait auparavant, alors que vous aviez des éléments concrets. Mais il faut que vous personnalisiez un petit peu votre empreinte dans tous les dossiers. Voilà, moi je suis désolé. Allez, si dans l'assistance, ici, il y en a la moitié qui ont compris tout ce que tu as dit, eh bien écoute-moi, voilà, ça se traite en commission, ça, et ça se traite. En ce qui me concerne, j'ai jamais été convoqué, parce que je ne fais pas partie, on avait écarté de tout. Donc, mais je pense que Mme Moine saura vous répondre, puisqu'elle verra la vidéo. Et je souhaite que dans la vidéo, il n'y ait pas de coupure, comme par le passé, où mon intervention a été coupée. Alors, je me porte en faux sur ce que tu dis, c'est toi qui as coupé carrément la présentation du plan pluriannuel de la CPA. Tout le monde est témoin autour de la salle. En ce qui nous concerne, nous retraçons, comme je l'ai déjà dit l'autre fois, fidèlement tous les éléments. Et pour preuve, il y a d'autres associations, tu peux comparer avec d'autres associations qui font le même travail que nous, qui sont dans la salle, hein, et tu verras qu'il n'y a rien qui est coupé. Donc, en fait, ce qu'il faut quand même retenir de ceci, c'est que vous représentez des listes actuellement d'opposition, que vous faites partie des comités de pilotage, des commissions, que vous êtes convoqués. Alors que vous ne venez pas, c'est pas grave, mais ne rajoutez pas des commentaires qui ne sont pas fondés, c'est tout ce qu'on va dire. Il ne faut pas importuner les gens, c'est tout. Voilà. On passe au point numéro 30, il y a encore un peu de forme, hein, pour l'urbanisme, Je sais pas. sur les dates à venir peut-être. C'est ça que tu as prévu? Parce que vous voyez qu'on fait un effort d'information importante là. Voilà, d'accord. Bon, je vais vous informer maintenant sur l'urbanisme, les dates prochaines. Donc hier, en fait, les dates prochaines, en commençant par hier, donc avec un comité de pilotage sur le PRDD. On aura un nouveau comité de pilotage, le 3 avril 2015 pour les OAP. D'accord. La réunion publique se tiendra le 7 avril 2015 à 18h30 à la MJC sur le thème du PRDD. On va faire maintenant un complément d'études AVAP, parce que sur une nouvelle mouture, et donc on va remettre à jour la CLAVAP, qui était la commission locale de l'AVAP. On la passera dans un prochain conseil. Voilà. On est en train de choisir l'AMO pour l'extension de l'école maternelle, bien entendu, hein, l'AMO donc qui va nous aider dans le choix de numéro 2, on lance ensuite. Hein. On va lancer, alors la déclaration de projet est lancée, on va lancer la STEP, donc, hein, à partir de demain, donc, on reçoit les PPA jeudi, c'est ça. Hein. Et on a des discussions en cours actuellement sur les terrains du pont, hein, qui sont propriétés d'EPF. Pour des logements. Voilà. Donc, au niveau de l'urbanisme, Les mois à venir, on va charger en termes d'urbanisme, et ceux qui participent aux commissions, je vous remercie pour votre présence. Donc, le point numéro 4, c'est une information concernant le FOUSA. Guiran et les amis du patrimoine vont être contents. Donc, nous avons décidé de mettre en place un projet de réhabilitation de la colline du Foussa et de ses abords, afin de permettre au plus grand nombre d'aller admirer le point de vue qui est offert en haut du site. Donc nous allons reprendre une étude qui avait été faite en 2008 par l'architecte Xavier Boutin, qui était restée lettre morte dans les tiroirs de la mairie. On a enchanté un jeune architecte là, qui sollicitait un stage parce qu'il doit faire un rapport de fin d'études. Donc on va lui confier
une mission. Il va définir un cahier des charges après avoir pris connaissance des recommandations de M. Gouten de 2008. Bien entendu, on associera le nouvel ADF aussi. Ça, on ne pourra pas tout un an, hein, Guérald, hein. Oui. Mais le dossier est ouvert. Et très certainement, on va faire borner rapidement le domaine public dans cette zone, ainsi que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, acheter, si possible, des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Donc, je vous donne rendez-vous en 2020 pour voir l'évolution et vous la verrez régulièrement. Ensuite, le point numéro 5, c'est juste pour vous confirmer que le préfet nous a confirmé que la commune de Rognes n'aurait pas en 2015 des pénalités concernant les logements sociaux. Ensuite, point numéro 6, conformément à nos promesses, j'ai le plaisir de vous dire que la police municipale va être renforcée au 1er avril. C'est un jeune policier qui a une quinzaine d'années d'expérience, qui nous arrive de Plan de Cuc, qui s'appelle Patrice Brun et qui va résider sur Rognes. Donc je souhaite que vous vous fassiez le mieux pour son accueil. Hein, voilà. Ensuite, le point numéro 7, bon, je vous rappelle qu'il y a les élections du conseil départemental, donc dimanche prochain et le dimanche d'après. Vous avez dû recevoir, pour ceux qui sont concernés par Daniel, vos horaires de présence. Le point numéro 8, vous l'avez trouvé à travers une décision. Hein. Donc je veux reformuler. Donc nous avons reçu un recours au tribunal administratif, recours émanant de l'association Trait d'Union, dont la présidente est Madame Claude Foyat, et le recours est également de M. Pin, conseiller municipal, concernant le projet dont on a débattu au dernier conseil du lotissement de 8 lots sur le secteur des Garrigues. Les faits soulevés sont le manque d'information des conseillers municipaux et le fait que l'option politique prise par l'ancienne municipalité, on ne l'ait pas reproduit. Je m'en arrêterai là, place à la justice. Oui. Point numéro 9. Donc je vous l'ai déjà précisé, donc on a le débat d'orientation budgétaire le 26 mars. Donc entre aujourd'hui, oui, 26. Donc comme entre le conseil de ce soir et le conseil du 26, comme il n'y a pas 10 jours, vous n'allez pas recevoir le compte rendu du conseil de ce soir à la date du 26, ça fait partie du règlement intérieur. Vous le recevrez le 14 avril, date du conseil sur le budget. Donc ne nous réclamez pas le 26 mars, le compte rendu du conseil de ce soir. Nous avons vérifié et légalement, on pourra vous l'apporter le 14 avril. Ceci nous permettra de ne pas prendre du temps à cette période chargée. Le point numéro 10, et qui clôturera notre séance, ce sont deux questions orales qui ont été déposées et pour lesquelles je ne répondrai pas et je vais vous dire pourquoi. Et vous rappeler qu'est-ce qu'est un conseil municipal et quel est le rôle d'un conseiller municipal dans ses interventions. Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune au terme de l'article 2121-29 du CGCT. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et les règlements ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal a ce régulièrement requis et convoqué refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
le conseil municipal émet des vœux sur tous les objectifs d'intérêt local. Si aucune définition précise et limitative de cette notion d'affaires communales n'est donnée, celle-ci se caractérise néanmoins par une motivation d'intérêt public communal. Donc après, ce qu'il faut retenir, c'est précisément dans cet esprit que le règlement intérieur du conseil municipal a été établi et voté lors de la séance du 24 juin 2014. Plus précisément, l'article 5 de ce règlement relatif aux questions orales stipule: conformément à la loi 2121-19 CGCT, les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. Il est précisé à nous que les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. Or, les deux questions orales qui ont été déposées n'ont d'aucune manière trait à l'intérêt communal. La première question a été déposée par le groupe Réussir-Rogne, signé par Jean-Paul Nouvel et Eva Vidal, porte sur un sujet politique en liaison avec la campagne électorale des élections départementales. L'autre, signé par Roger Crambe, fait état d'une décision personnelle sans incidence sur la composition du conseil municipal dont nous faisons partie. Donc j'en appelle donc ce soir à la responsabilité qui incombe à chaque élu d'œuvrer uniquement pour l'intérêt général et l'intérêt public. Cette responsabilité est aussi un devoir qui nous a été confié à chacun de nous par les Rogniens et pour les Rogniens. Je vous prie de noter que la séance est close.